parler du codage de l'information, c'est-à-dire la façon dont on va représenter, les nombres, dans la mémoire finalement, donc dans des octets et pas uniquement les nombres d'ailleurs, enfin on va voir ça un peu au fur et à mesure. Donc on va parler de différentes bases, on va revenir, hein, sur des choses qui en général sont déjà vues dans d'autres cours. On va parler de la base 2, le binaire, hein, très classique dans ce qu'on fait dans l'informatique. Le base C qu'on manipule aussi énormément dans l'informatique, la base 16, pardon, donc l'hexadécimal. On abordera un peu l'octal qui est plus une base utilisée de façon historique, donc on peut encore croiser, même si en fait aujourd'hui on s'en sert quand même plus très souvent. On va retrouver le code ASCII qui va permettre d'encoder des caractères, un peu ce qu'on voit à l'écran ici en illustration, où vous avez des valeurs qui sont sur la partie centrale et puis qui sont traduits sous forme de lettres qu'on va retrouver sur la partie qui est à droite. Donc voilà, c'est le codage ASCII qui permet de faire cette transformation de chiffres en lettres. On verra comment on représente des entiers qui sont signés, par exemple, parce que ça, c'est un codage un peu particulier. Puis on verra comment on représente des nombres à virgule flottante ou des nombres réels de façon plus générale dans la dernière partie. Donc voilà pour le contenu de ce cours, de cette petite heure à venir, sur ces questions de codage. Alors, le codage, c'est pas un truc nouveau, il y a des tas de codes. Je vais pas m'attarder sur cette partie-là, hein, mais vous voyez qu'on peut représenter des informations de façon très différente. L'objectif, souvent, c'est d'arriver à représenter l'information en utilisant des alphabets, par exemple des chiffres ou des symboles, voire des pictogrammes, voilà, ou des idéogrammes dans le cas de l'Égypte ou de la Chine. L'objectif, c'est que ça nous permette d'écrire des mots, des nombres, des symboles, ce genre de choses. Bon, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous, dans le monde de l'informatique, on va à la base, hein, avoir des tensions, ça on en a déjà parlé précédemment, des tensions qui peuvent être de 0 volts et qui en général représentent un symbole qui est le symbole 0, la valeur 0. Et puis on peut avoir une tension qui diffère, et donc là ça dépend des technologies, qui peut être de 1 volt 8, de 3 volt 3, de 5 volts quand on est en TTL par exemple, et 3 volt 3 en CMOS, qui vont représenter la valeur 1. Et donc, dans l'informatique qu'on utilise au quotidien, en fait, on va représenter deux valeurs, 0 et 1, avec des tensions. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Donc, assez naturellement, on a une représentation de l'information qu'on va coder avec uniquement deux valeurs, 0 et 1. Et cette représentation, ça va s'appeler du binaire, parce qu'on est sur de la base 2, donc 0 ou 1. Donc ça, c'est vraiment ce qui est natif en fait dans notre monde, mais c'est pas très pratique à manipuler puisque si vous voyez, hein, ce qu'indique un exemple, pour représenter une valeur, vous voyez que cette valeur, elle va avoir beaucoup de digits, de 0 et de 1 qui vont s'enchaîner et puis c'est humainement pas très pratique à lire. Donc on va toujours essayer de regrouper ces bits, ces valeurs binaires, 0 ou 1, en groupes de valeurs binaires qui seront plus faciles à lire de la part d'un humain. Donc pour ça, on peut retrouver la base 8, par exemple, octal, qui est une base qu'on avait un peu historiquement, qu'on utilisait pas mal. Donc la base 8, ça consiste à avoir des digits qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, pour représenter un digit. Et donc on va pouvoir compter de 0 à 7, donc sur 8 valeurs, d'où la base 8 et l'octal. Et puis quand on arrivera à la valeur 7 et qu'on voudra incrémenter, et à ce moment-là, on va représenter l'information sous forme de 10, c'est-à-dire 8 fois 1 plus 0. Voilà. Cette base-là, donc c'est une base qu'on peut utiliser en informatique et un peu historique, comme je disais. On a aussi la base 10 qu'on va utiliser, donc celle-là, vous la maîtrisez bien parce que c'est celle que vous apprenez depuis votre plus tendre enfance, voilà, avec vos 10 doigts, qui consiste à regrouper, cette fois, des données, faire en sorte que quand on aille de 0 à 9 et qu'on fasse plus 1, à ce moment-là, on passe à 10, on a toujours 1, 0, comme on a vu précédemment, mais cette fois à ce moment-là. Alors la base 10, elle est pratique d'un point de vue humain, on l'aime beaucoup, on est habitué à elle. Par contre, d'un point de vue informatique, elle n'est pas très intéressante, pas très facile à manipuler, parce qu'en fait, elle ne permet pas de regrouper les bits ensemble. La base 8, c'est une base qui permet de regrouper les bits 3 par 3. Donc, ce qui fait qu'on a une correspondance en fait assez rapide entre le binaire et entre la base octale. C'est la même chose pour la base hexadécimale qu'on manipule beaucoup plus encore, puisque cette base-là, elle permet de regrouper les bits par quarté, c'est-à-dire qu'elle permet de les regrouper 4 par 4. Et donc, quand on prend un octet, c'est-à-dire 8 bits, quelque chose qu'on manipule assez facilement, hein, puisque nos ordinateurs, ils ont fait 8 bits, puis 16 bits, puis 32 bits, puis 64 bits. Donc tout ça, c'est des multiples de 8 bits, des multiples d'octets.
Et donc la base 16, elle permet de les regrouper 4 par 4 et donc sur un octet, on va avoir 2 digits en base 16. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise très souvent cette base-là. Et donc vous voyez, la base 10, elle est embêtante parce que la base 8, c'est 3 bits qu'on regroupe, la base 16, c'est 4 bits qu'on regroupe, mais la base 10, elle ne permet pas de regrouper les bits ensemble. Donc ça crée une certaine complexité. Voilà. Après, il y a d'autres bases qu'on va trouver aujourd'hui. On va trouver la base 64, par exemple. La base 64, ça va permettre en fait de prendre des valeurs qui sont sur 8 bits et de les transmettre de façon assez efficace en réduisant le nombre de caractères, puisqu'on va utiliser un alphabet de 64 caractères, voilà, mais qui sont tous des caractères qui sont affichables. Et donc, de cette façon-là, on n'a pas de caractères de contrôle, on n'a pas de caractères qui sortent dans des alphabets bizarroïdes, et donc on a la possibilité de transférer cette information codée en base 64 entre des systèmes, entre des pays de façon assez simple. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est assez utilisée, cette base-là, pour coder de l'information. Vous la croiserez, je pense, vous l'avez déjà croisée sans doute, ça se finit souvent par des égales à la fin. Là où il faut faire attention avec cette base-là, c'est pas du tout une base qui est chiffrée, hein. La donnée qui est en base 64 n'est pas chiffrée, c'est juste un codage différent. Voilà. Donc là, vous avez un exemple, 59y égale, c'est une représentation en base 64 des valeurs que vous avez au-dessus, puisque dans cet exemple-là, c'est toujours la même valeur qui est affichée. Il y a une autre base qu'on voit un peu quand on est dans le monde de la blockchain, c'est la base 58, qui est pas mal utilisée. C'est un peu le même principe que la base 64, mais sauf qu'on utilise un alphabet, cette fois, qui fait 58 caractères différents, et non pas 64. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver à représenter l'information de façon rapide, efficace, lisible, et si possible, la plus réduite possible, surtout lorsqu'on la transmet. Alors, on a d'autres représentations qu'on va pouvoir rencontrer assez facilement en informatique. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que le code barre, il y a aussi le QR code que vous voyez beaucoup, le dot matrice aussi qu'on peut rencontrer pas mal dans l'industrie. Donc ça, c'est d'autres façons de représenter les choses. On va essayer de regarder le code barre juste pour démystifier un petit peu cet élément-là que vous croisez vraiment tous les jours dans votre vie quotidienne, qui est sur chaque produit que vous pouvez acheter. Donc le code barre, en fait, c'est assez simple. On a une série de barres et d'espaces. Et en fait, une barre noire, ça représente un bit à 1 et une barre blanche, enfin, un espace blanc, ça représente un bit à 0. Et donc on a un écart qui va être régulier entre ces différentes barres. Et selon l'épaisseur en fait de la barre, c'est qu'il y a plusieurs 1 qui vont se suivre, ou selon l'épaisseur de l'espace, c'est qu'il y a plusieurs 0 qui vont se suivre. Vous voyez, le codage est assez simple. Et après, on a rajouté par-dessus une représentation des données quand on est sur des produits qui est standardisée, de façon à ce que ce puisse être facile à lire et à décoder. Donc même si dans le fond, on pourrait passer n'importe quelle information dans un code barre, mais il y a certaines qui vont être retrouvées. Donc par exemple, on a un premier digit qui par exemple va permettre d'indiquer une catégorie ou un produit. Ensuite, on va avoir une série de 5 digits qui représentent un code manufactureur, donc un code fabricant. Celui-là, il va être spécifique à chaque fabricant de produit. Donc le fabricant va être quelque part payé pour avoir son propre identifiant. Et ensuite, on va avoir un code produit qui est choisi par le fabricant lui-même, donc à son choix, mais qui va être unique pour un type de produit qu'on va avoir. Et donc c'est comme ça en fait que quand on va scanner un paquet de chips dans le supermarché, et ben en fait on va savoir que c'est un paquet de chips et on va savoir précisément quel paquet de chips c'est, puisque on va avoir donc ce code unique qui va apparaître. Voilà. Le dernier digit, c'est important, c'est un digit qui va permettre de vérifier que ce qu'on lit est juste. Donc c'est un code de correction, voilà, qui va nous permettre d'aller chercher l'information. Alors, petit élément aussi, chaque octet qui est représenté, donc chaque valeur qui est représentée, représente un chiffre qui est sur 7 bits. Donc là, vous voyez qu'on aurait pu utiliser un octet, mais ce n'est pas ce qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est d'utiliser 7 bits pour coder chacune des informations. Donc on va représenter des valeurs entre 0 et 127 sur chacun des bits. Donc ça peut être des digits 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire une représentation ASCII, une représentation de caractères qui peut être là et qui peut être lisible, mais on peut avoir aussi plus de valeurs qui peuvent être représentées au travers de cet encodage-là. Donc on va regarder un petit peu plus ce qui se passe sur la base 2 avant de rentrer dans la suite
de notre, de notre présentation. Donc pour comprendre la base 2, on va revenir à la base 10. Bon, vous connaissez tous la base 10, vous apprenez ça depuis que vous êtes en primaire. Grosso modo, si on veut coder 2018 en base 10, on va prendre le 2 qui est le plus élevé, on va le multiplier par 10 exposant 3, puisqu'on est sur les milliers. Voilà. Puis ensuite, on a un 0 qu'on va multiplier par 10 exposant 2, puisque c'est des centaines. Puis on a un 1 qu'on va multiplier par 10, puisqu'on est sur dizaines. Et puis on a un 8 qu'on va multiplier par 1, c'est-à-dire 10 exposant 0, parce qu'on est sur des unités. Voilà. Et comme ça, on va représenter notre information. Alors, en base 2, ça va être exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des puissances de 10, on va utiliser des puissances de 2. Donc, si je veux coder 2018, en fait, 2018, ça va être une fois, pardon pour le changement, ça va être une fois 2 exposant 10, c'est-à-dire 1024, voilà, plus une fois 2 exposant 9, c'est-à-dire 512, plus une fois 2 exposant 8, c'est-à-dire 256, plus une fois 2 exposant 7, soit 128, plus une fois 2 exposant 6, soit 64, plus une fois 2 exposant 5, soit 32. Et puis ensuite, on aura plus une fois 2 exposant 1, c'est-à-dire 2. Voilà. Et ça va être la représentation de 2018. Vous voyez que la représentation de 2018 est très différente, mais le principe est exactement le même. On va prendre des puissances de 2 et on va faire la somme des puissances de 2 qui nous permettent d'atteindre le résultat qui est recherché. Alors, quand on va vouloir convertir un nombre binaire en décimal, ça va être exactement la même chose. On va représenter notre nombre binaire, on va représenter les puissances de 2 qui sont au-dessus, et on va juste faire la multiplication de chaque valeur binaire à 1, chaque bit à 1, par la puissance de 2 qui lui correspond, et additionner toutes ces valeurs-là. Donc ici, j'ai une fois 1, plus une fois 2, plus une fois 32, plus une fois 64, plus une fois 512. Et donc ça va nous amener à la valeur 611 en base 10. Voilà. Donc le principe est assez simple. On va pouvoir utiliser un algorithme d'Euclide qu'on retrouvera partout, qui permet de convertir dans des bases. Donc là, comme on est en base 2, si j'ai à convertir 611 en valeur binaire, en fait, je vais prendre ce nombre 611 et je vais le diviser par 2. Et donc ça va me donner 305 fois 2. Et il va y avoir un reste de cette division. Et ce reste de cette division, ça va me donner le premier bit de notre nombre. Donc maintenant, je vais prendre l'entier qui restait de la division, c'est-à-dire les 305, je vais les rediviser par 2. Donc 305, ça fait 152 fois 2 plus 1. Donc encore une fois, je vais prendre ce reste, et ça va me donner le deuxième bit de mon nombre. Ces 152, je vais les rediviser par 2. 152, ça fait 76 par 2. Il n'y a pas de reste, donc ça veut dire que le troisième bit sera à 0. 76, on va le rediviser par 2, ça nous donne 38. 38, il n'y a pas de reste, ça tombe juste, ça fera encore un 0. 38, on le redivise par 2, ça fait 19, il n'y a pas de reste, ça fait encore un 0. 19, on le divise par 2, ça fait 9 fois 2 plus 1. Donc cette fois, on va retrouver un bit à 1. 9, on va le diviser par 2, ça va nous faire 4 fois 2, il y a un reste encore de 1. Donc on va retrouver encore un bit à 1. Il va y avoir donc 4 qu'on va diviser par 2, ça va faire 2. 2 qu'on va diviser par 2, ça va faire 1 et il n'y aura pas de reste. Et ensuite, nous avons 1. 1 qu'on va diviser par 2, ça va faire 0, il y aura un reste de 1 qui va nous indiquer donc le dernier bit de notre représentation. Donc voilà, avec l'algorithme d'Euclide, de cette façon-là, on peut recalculer la valeur binaire de 611, tout simplement en faisant des divisions par 2 et en regardant le reste. Voilà. Donc, algorithme d'Euclide qui marchera dans n'importe quelle base, comme on le verra tout à l'heure. Si maintenant on regarde ce qui se passe sur la base 16, donc dans base 16, cette fois, on va avoir 16 symboles. Les 16 symboles qu'on va utiliser vont de 0 à 9, comme en base 10, mais on va rajouter du coup 6 symboles supplémentaires qui sont des lettres. A, B, C, D, E et F, qui peuvent être majuscules ou qui peuvent être minuscules. Ça, c'est une question de représentation. On va dire qu'il n'y a pas de notion de majuscule ou de minuscule. La lettre A, elle va correspondre à la valeur 10, si on est en base 10. La lettre B à la valeur 11 en base 10. La lettre C à la valeur 12 en base 10. La lettre D à la valeur 13 en base 10, et ainsi de suite, jusqu'à la lettre F qui vaut 15 en base 10.
Donc on va avoir des valeurs de 0 à 15, soit 16 valeurs qui correspondent à l'hexadécimal. Alors ce qui est intéressant avec l'hexadécimal, c'est qu'on va pouvoir regrouper, puisqu'on voit que à chaque fois, on ne le voit pas là, pardon, mais on aura toujours 4 bits qui correspondent à un digit. Donc si on veut représenter une information, ce sera exactement comme d'habitude, hein. On va prendre des puissances de 16. Donc on part avec 16 exposant 0. Ensuite, on aura 16 exposant 1 pour le digit suivant, 16 exposant 2, 16 exposant 3, ainsi de suite, pour représenter notre information. Donc on voit que c'est très compact, hein. Vous voyez que là, sur, on a quoi? On a 8 caractères. Sur 8 caractères, on en représente un nombre qui est de 2415 milliards. Voilà. Donc pour présenter des nombres qui sont très grands. Et donc c'est l'intérêt d'utiliser cette représentation hexadécimale pour arriver à représenter des nombres importants. Le principe de conversion, qu'on soit en binaire, qu'on soit en décimal ou en hexadécimal, est toujours exactement le même. Donc l'algorithme d'Euclide va fonctionner exactement de la même façon. Cette fois, dans l'algorithme d'Euclide, on utilisera la base 16. Donc si j'ai mon nombre qui est 317 547, je vais le diviser par 16. Je vais donc obtenir 19 846. Et il y aura un reste de 11. Et ce reste de 11, il correspond à la lettre B, hein, puisqu'on a dit que 10 c'était A, 11 c'est B. Voilà. Ensuite, la partie l'entier que j'ai obtenu dans cette division, je vais le rediviser par 16. Donc je obtiendrai 1240 fois 16, il restera 6, et donc 6 sera le digit suivant, et ainsi de suite. Vous voyez que la conversion se fait en suivant exactement le même algorithme, quelle que soit la base. Alors, comme je vous disais, ce qui est important dans l'hexadécimal, et c'est pour ça qu'il est beaucoup manipulé en informatique, c'est parce qu'on a une représentation de chaque quarté, c'est-à-dire chaque digit que vous voyez sur votre nombre hexadécimal, qui correspond à 4 bits. Et donc il est très facile de représenter une information. Pardon. Il est très facile de représenter une information hexadécimale en binaire et réciproquement. Donc ici, on a la valeur 1BEF. Donc je peux représenter le 1. Donc le 1 en binaire, je vais l'écrire 0001. J'ai le B donc, qui correspond à 11 et donc qui s'écrit 1011, c'est-à-dire 8 plus 2 plus 1. Voilà. Le E qui se représente 1110, c'est-à-dire 8 plus 4, 12, plus 2, 14. Et puis j'ai le F qui se représente entièrement avec des 1, c'est-à-dire 8 et 4, 12, et 2, 14, et 1, 15, comme on avait vu. Donc la représentation binaire est assez rapide à écrire. En fait, quand vous avez l'habitude de manipuler l'hexadécimal et le binaire, en fait, vous avez 16 représentations à connaître, les représentations de 0 à F en binaire, et la conversion, du coup, vous pouvez la faire de façon pratiquement immédiate, puisque une fois que vous avez l'habitude de transformer le binaire en hexadécimal, les choses sont très directes. La transformation inverse se fait exactement de la même façon. On va prendre le nombre que l'on veut représenter en binaire, le regrouper par groupe de 4. Il faudra toujours faire attention de regrouper les groupes de 4 en commençant par la droite et rajouter le nombre de zéros nécessaire pour le dernier groupe de 4, celui qui est le plus à gauche. Donc, si je veux représenter ce nombre-ci en hexadécimal, vous voyez que ma première valeur en binaire, c'est 1, 0, 0, 0, 1, partant de la gauche, donc je vais avoir 1. Ensuite, j'ai 0, 1, 0, 1, donc là, on va avoir 0 fois 8, plus 1 fois 4, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1. Donc 4 plus 1, 5, et on va obtenir 5. Ensuite, pour le 1, 1, 1, 0, pour faire simple, s'il n'y avait que des 1, ce serait un F. Comme il nous manque un 1 à la fin, on fait moins 1. Donc avant F, c'est E. Voilà. Et puis pour le dernier, on a 1001 en binaire, c'est-à-dire 8 plus 1, qui font 9. Et donc la représentation hexadécimale de ce nombre binaire, c'est 15 E9. Bon, maintenant que vous avez compris l'hexadécimal, pour l'octal, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Cette fois, on va être sur une base de 8. Donc, on peut reprendre
notre système décimal vers octal en utilisant Euclide, qui consiste à diviser par 8 et à récupérer le reste, comme d'habitude. L'octal vers le binaire va se faire exactement comme l'hexadécimal vers le binaire, sauf que au lieu de regrouper par 4, vous voyez qu'ici on regroupe par 3. Et le binaire vers l'octal se va faire de la même façon, en regroupant par 3 au lieu de regrouper par 4. Donc l'octal est juste une représentation assez pratique pour le binaire, comme l'hexadécimal précédemment. Et comme je vous disais, on n'utilise plus trop l'octal, parce que l'octal, en fait, va faire des 3, 6, 9, alors qu'on manipule beaucoup plus des octets, qui sont des groupements de 8, 16, 32, 64. Donc ils ne tombent pas forcément juste en octal.